Salut, alors comme vous le savez, je suis allé en Vendée faire une petite visite à Philippe de Merliac, qui est le propriétaire du canal Sirob sur YouTube. Et donc j'ai passé un lundi chez lui, en sa compagnie, dans son antre ultra fourni et de choses diverses et variées, très diverses et très variées. C'était vraiment une journée extraordinaire, vraiment c'est un type super, vraiment on est très très proche sur l'état d'esprit, sur plein de choses. Et c'était vraiment une visite extrêmement sympa. Donc, on a réussi à filmer à peu près 1 heure de vidéo que chacun va monter sur son canal et qu'on va mettre en ligne en même temps. Donc, voici sur mon canal cette rencontre et santé Philippe. JP, bienvenue chez Sirob. Je te Ouais, présente notre ami Maurice, qui meurt d'impatience de te voir. Maurice, où ça? Derrière toi. Ah, tiens. Ah, Maurice. Oh là, mais j'ai une sacrée poigne, dis donc. C'est un robot ton truc. Oh. Salut, alors aujourd'hui je suis avec Philippe, que tout le monde connaît bien. Comme prévu, on se retrouve chez lui, hein, dans le coin de par là. On a décidé donc, de récupérer quelques questions, et faire le tri dedans, parce qu'il y a beaucoup de questions qui en fait feraient plus un objet d'un épisode plus qu'une conversation informelle de ce genre. Donc on va faire quelques questions, et puis voilà, voilà. Voilà, moi je suis vraiment très content de recevoir JP dans mon petit univers ici, là. Et en effet, on va essayer de répondre. Alors c'est vrai qu'il y a des tas de questions qui étaient plutôt de l'ordre d'une vidéo. Et je pense que enfin, aussi bien JP que moi, je pense qu'on fera des épisodes futurs en essayant d'en tenir compte. Donc je suis désolé pour tous ceux, on ne va pas non plus tout traiter. Mais là, on a essayé de choisir justement des domaines un peu généralistes et de filmer un petit peu notre discussion. Alors, allons-y. Donc chacun va prendre les rushs Ah et les oui, c'est vrai. monter séparément. On mettra chacun sur le canot. Bon, il y aura beaucoup de parties communes. Puis bon, on va faire probablement peut-être des petites variations. On verra bien. Donc il y aura les deux. Chacun aura la sienne. Voilà. Voilà. Ça sera le jeu des 7 erreurs. Ouais. Et celui qui trouve, il a un autocollant Sirob. Ah, j'ai pas d'autocollant. Ah C'est bah vrai, alors. vous aurez Ah bah moi je suis le fou des autocollants, on est partout. un tube à vide qui marche pas. Ouais. Ok. Donc, ouais, alors première question sur le truc. Alors notre parcours. Alors, moi personnellement, mon parcours, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, donc il suffit d'aller les chercher. Après, c'est pas trop le sujet, on va dire, sujet purement électronique, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui se dit entre les gens et nous. Donc finalement, notre parcours, bon, il est similaire, mais bon, c'est pas, on va pas trop s'étendre là-dessus. Hein, je pense Oui, que. et puis à la limite, moi j'ai fait un résumé sur LinkedIn qui est public. Ah bah oui, Si oui, quelqu'un oui. veut voir mon C'est vrai, je parcours, dois avoir ça qui traîne aussi. voilà, c'est facile à trouver. Non, bon, on va plutôt faire dans le hardcore direct. Ok, alors là on a une question donc de Paul Gourvès, quelque chose comme ça. Alors pourquoi un tel déploiement d'énergie, de temps, d'intelligence? Bon, c'est un peu flatteur, j'avoue, et d'argent. Faut pas exagérer non plus. On a un matériel relativement abordable pour ça. Pour construire un labo de recherche doublé d'une usine de production. Enfin, j'ai pas d'usine de production moi personnellement. Beaucoup d'entrepreneurs seraient ravis de vous embaucher tous les deux à prix d'or avec mis à disposition de moyens limités. Ouais, ce serait bien. D'ailleurs, les entrepreneurs à Ouais, prix d'or, ouais, n'hésitez pas à nous ouais, contacter. ouais, il n'y a pas de problème. Hein, on peut faire des trucs, hein, mais non, ça n'est jamais arrivé. Alors, le déploiement d'énergie et tout ça, c'est vrai que ça nous prend le peu de temps qui nous reste par rapport à ce qu'on fait d'habitude au quotidien. Après, alors pour moi, je vais commencer par moi éventuellement. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est bon, c'est aussi pour continuer à apprendre des trucs et trouver un moyen de me forcer à apprendre des nouveaux trucs et à se mettre au courant de ce qui se passe et à faire des nouveaux montages. C'est aussi pour ça. Ça jouer perso, mais c'est un moyen, je trouve, de pouvoir se forcer aussi à essayer de faire attention à ce qu'on fait, à faire des trucs, à apprendre des nouvelles choses et à faire de nouveaux projets. Après, Voilà. Moi, j'ai mis sur l'intro de ma chaîne, c'est surtout, enfin quelque part, c'est un problème d'équilibrage avec Internet. Internet, c'est fantastique. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai trouvé beaucoup d'informations, beaucoup de trucs intéressants. Et sur YouTube, beaucoup de vidéos en anglais, qui sont vraiment très très bien. Et
français, pas tant que ça. Et je me suis dit, bah, c'est bien de prendre sur Internet, mais il faut aussi donner. Et il y avait ça, et l'idée aussi de partager, bah, justement, c'est une passion quand même pour moi, l'électronique, hein. Moi, je fais de l'informatique, c'est pour mon travail, mais ma passion, c'est l'électronique. Tout le matériel qui est là, c'est pas vraiment un besoin, c'est de la collection, c'est pour le plaisir. Et là, on voit pas grand Ouais, chose, ça. hein, parce que alors, il y en a partout. C'est infernal. C'est infernal. Ouais, il y a un peu de ça. Il y a beaucoup de ça aussi, le fait que ce soit une passion. Et puis, c'est vrai qu'en truc francophone, il y a quasiment rien. Il y a quelques trucs particuliers qui sont assez rigolos. Il y en a de plus en plus maintenant. Et ce qui est bien, c'est que tout est complémentaire. Et vraiment, on a de quoi choisir tout ce qu'il faut pour faire ce qu'on veut, quoi. Alors, Alors après, question sur Fruit666 qui nous demande si pourquoi on n'utilise pas plus la contre-réaction directe sur les amplis audio. les amplis, Enfin, sur les amplis, enfin sur les haut-parleurs. C'est haut-parleur. C'est vrai qu'on pourrait croire, enfin moi justement, bizarrement c'est une question que j'avais posée déjà à JP comme ça. Moi connais pas trop l'audio, je m'étais dit, si on prend la contre-réaction directement sur la membrane, normalement on va avoir une restitution d'une fidélité incroyable. Ouais, ouais. Mais en fait, ça c'est un vieux sujet, ça date des années 70. Hein. Il y a plusieurs marques qui se sont lancées là-dedans. Il y avait Philips, il y avait Bang & Olufsen aussi qui avait fait des choses. Et en fait, c'est tombé en désuétude. Bon, c'est une technique qui a beaucoup d'intérêt, mais finalement, la qualité des haut-parleurs et la robustesse et leur fiabilité a fait que finalement, c'est devenu de moins en moins nécessaire. Et de toute façon, il y a deux choses qui sont vachement importantes là-dedans, c'est que la distorsion à très très basse fréquence est beaucoup moins importante que ce qu'on pourrait imaginer, et surtout le son c'est la pièce qui le fait. C'est pas le haut-parleur de basse, finalement, c'est la pièce qui fait les basses, c'est pas trop le haut-parleur. Donc en fait, il faut d'abord avant tout traiter sa salle plutôt que d'utiliser de la contraction. Mais c'est un sujet que quelques personnes continuent à étudier, et il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes là-dedans. C'est un problème difficile, et ça nécessite des haut-parleurs spéciaux avec des accéléromètres si on veut vraiment le faire correctement. Certains le font uniquement avec le courant qui circule dans les haut-parleurs et essayent d'en déduire des choses, mais c'est un truc extrêmement délicat parce que les haut-parleurs sont des appareils qui sont pas très précis, pas très reproductibles, et il faut faire des réglages qui sont vachement délicats. Alors c'est uniquement pour ça, parce que c'est pas vraiment pratique, ça bouge dans le temps, parce que les haut-parleurs bougent dans le temps. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. Donc finalement, on préfère vendre des haut-parleurs super beaux et tout, et puis bien les mettre dans une salle qui est traitée, et on a tout de suite des résultats qui restent stables. Voilà. Une question de Katia Pat Noël sur le driver de MOSFET TC4427. Mode de branchement, utilité pour piloter un MOSFET. Bon, c'est pareil, ça, pour info, j'ai prévu moi de faire une vidéo justement spécifiquement dédiée au pilotage des transistors MOSFET. Là, on va essayer de faire quelque chose de plus généraliste. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que un MOSFET, ça se pilote un peu comme un condensateur quelque part. La grille a une impédance phénoménale de 40 mégohms, donc c'est vu un peu comme un fil en l'air. Par contre, pour le commuter rapidement, il faut vaincre sa capacité parasite de grille source. Et pour ce faire, il faut lui envoyer du courant. Donc tous ces circuits-là, hein, d'ailleurs on le verra dans ma vidéo, ils sont là pour améliorer le temps de commutation de façon à ce que le MOSFET passe le plus rapidement possible de l'état bloqué à saturé, ce qui fait qu'il ne reste pas dans cette zone linéaire où il dissipe de l'énergie. Donc voilà, on ne va pas rentrer plus dans le détail. Alors, évolution des composants depuis les années 80. 741, 555, il y en a probablement d'autres. Les différences entre un 741 et un MUA 741 ou un LM 741, ou enfin, surtout pour moi, c'était les constructeurs qui les nommaient de ce genre. Oui, exactement. Bah, c'était surtout national. Tout ce qui était LM, c'était linéaire monolithique. Ouais. Ils avaient LH pour linéaire hybride. Mhm. Et c'est vrai que après, c'était un peu repris. Mais le premier 741, c'est pas National qui l'a fait. Il était c'est pas analogue, c'était machin. Ouais, j'ai fait la vidéo là-dessus. Oui, justement, c'était un autre designer. C'était pas. C'est pas Whitelar qui l'avait fait, non, justement, non. Ah, il avait fait le 301. 10. Il avait fait le 301. Et, ouais. Voilà. Et 741 c'était un des premiers qui avait la compensation intégrée, ce qui finalement c'est pas la mort, et c'est même des fois bien de pouvoir choisir la capa de compensation parce que ça permet de choisir un peu mieux la réponse. La passante selon le gain, etc. Voilà. Ça permet de jouer. Mais des fois c'est chiant de foutre une capa en plus pour faire un truc, un suiveur ou un truc comme ça. Donc ouais, c'était révolutionnaire.
Alors après, les évolutions actuelles, oui, on voyait, bon, probablement l'intégration doit être beaucoup plus toute petite, mais les caractéristiques sont censées être les mêmes. Alors ça, Bah, c'est le principe. Le problème, c'est que si on fait, c'est par rapport à un datasheet, le designer qui a designé un circuit pour un 741, il a pris en compte aussi les avantages et les défauts. Mm. C'est-à-dire, il a une impédance d'entrée qui est beaucoup plus faible, enfin, faible par rapport à des nouveaux systèmes. Il peut nécessiter un réglage de l'offset. Enfin, il a une sortie, par exemple, il va pas aller ray to ray. Et donc, ça a été pris en compte par le concepteur. Donc c'est vrai que dans beaucoup de montages, on peut remplacer le 741 par un par autre modèle chose, supérieur, mais l'idée c'est que normalement, même s'il s'appelle 741, il doit quand même correspondre à ça. ouais, ce qu'il était au départ. Donc, je pense pas qu'il y ait de grande différence au niveau vu de l'extérieur. Ce qu'il y a dans la boîte, c'est probable que les méthodes de fabrication aient changé, évidemment. Alors, on le voit quand même, par exemple, si on reprend un transistor comme les 2N3055, hein, un transistor de légende, eux, ils ont quand même beaucoup changé. C'est que la technique de fabrication interne a été modifiée et les puces, enfin les 2N3055, je veux dire les premiers, ont des avantages et des inconvénients qui sont quand même différents des derniers. Puis c'est un peu devenu là-dessus, là je crois que le 2N3055, il y a des Chinois qui, à mon avis, mettent ça sur Ouais, sur un peu n'importe du quoi. moment que c'est un TO3, c'est un... Ils mettent MJ 15003 dessus, et puis Voilà. boum, tout va bien, quoi. Bon, c'est pas un transistor très très performant maintenant. Aux critères actuels, il reconnaître. monte pas très haut. Bon, ouais. Mais les premiers deuxième 3525, c'était incroyable. Mon Ouais. père me disait qu'il y avait une armoire de logique dans le temps avec les 7400, enfin la logique comme ça. Et il y avait un deuxième 3055 sur une plaque de 2 mètres carrés qui Pour leur chauffait quand même, refroidir. il était à plus de 100 degrés et voilà, Il c'était balançait le lui qui courant, faisait hein. la ligne. Vraiment le truc absolument incroyable, quoi. Ouais, ça existe toujours, hein. Ça. Voilà. Maintenant, au niveau de l'évolution, je trouve qu'au niveau des ampli op, on va trouver maintenant des choses qui sont beaucoup plus spécialisées par rapport à ce qu'on cherche. C'est-à-dire, en gros, il y a beaucoup de choix. Si on veut faible bruit, on va trouver des trucs vraiment spécialisés là-dedans. Si on veut du ray to ray, on va trouver du ray to ray. Mais c'est pas, il n'y a pas l'ampli op universel qui est super, qui fait tout. Par contre, en fonction de ses besoins, on trouvera vraiment des trucs adaptés. Ah ouais, ça peut aller très loin, hein. Les trucs qui vont en fréquence, des trucs avec des bruits absolument ridicules. Mais bon, c'est toujours c'est faible bruit parce qu'ils ont des étages bipolaires, mais il y a des courants d'entrée qui sont très élevés. Enfin, c'est toujours que des compromis. C'est une jungle, hein. Alors à ce sujet, il y a un bouquin qui est super intéressant, c'est The Art of Electronics, le dernier, le troisième, avec tous les tableaux. Tous ces tableaux de données qu'ils ont fait, fournis, mesurés, dedans, on a tout ce qu'il faut pour choisir surtout les ampli op, il y en a des tableaux entiers, mais bien rangés où on peut trouver l'ampli op qui convient à ce qu'on voudrait faire, avec la caractéristique qui nous intéresse. Ça, c'est vachement intéressant. Mais alors, c'est une jungle, ça c'est sûr. Bah, en même temps, ce qui n'aide pas là-dedans, c'est qu'en plus des vraies caractéristiques, c'est un peu comme dans les transistors, on est rendu à plusieurs millions de références, alors que je pense qu'à tout casser, avec 200 ou 300 types, on ferait toute l'électronique. Oui. Donc après, c'est vrai que dans beaucoup de montages, enfin il y a des tas de montages, c'est vrai, on peut mettre quasiment n'importe quel amplificateur opérationnel, ça va marcher. Ouais. Par contre, plus on va se spécialiser, par contre, il y a des montages. J'en ai fait un dernièrement où j'ai vraiment choisi un modèle Ray to Rail. Si on met 741 à la place, c'est sûr que ça marchera pas, quoi. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est des trucs vachement importants, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a Après, bah, il y avait un peu Didier Diff qui posait un peu la même question, mais aussi il parlait donc des sur les capas capas chimiques. chimiques. Ouais, Donc là, tu as déjà fait des super vidéos là-dessus. Ouais. Alors les évolutions, vraiment, oui, on en parlait, c'est vraiment déjà pour les mêmes caractéristiques, la taille qui s'est vraiment effondrée. Et bon, on a maintenant d'emblée des capas qui sont à haute température, à 105 degrés. Maintenant, alors qu'avant, c'était, je veux dire, dans les années 90, c'était des capas d'exception qui coûtaient très cher. Maintenant, c'est de base. Et puis bon, c'est pas parce que ça vient de Chine que c'est tout pourri non plus. Il y a des bons trucs. Il y a vraiment des gros progrès là-dessus. Et c'est les problèmes lorsqu'on veut restaurer des anciens appareils. Les chimiques sont énormes par rapport à ce qu'on va remplacer. Des fois, c'est chiant à monter. Surtout quand on fait par exemple des vieux amplis à tubes et tout comme ça, avec des capas qui sont vissés. Alors, on remplace ça par une espèce de cacahuète qui a les mêmes caractéristiques, qui sont 10 fois meilleures même. Et puis ça rentre pas, on ne sait pas comment le fixer parce que c'est trop petit.
Et c'est vrai que ça, il y a eu des progrès colossaux là-dessus, quoi. Il y a des puristes, là, pour garder le look ancien, les vieux condensateurs des amplis à tubes, là, qui étaient dans les trucs d'alu, il est vide. Il est vide et Et voilà, et remettre dedans c'est un des moyens de des, refixer. des Ouais, il y a capas. des gros progrès qui ont été faits. Et puis bon, la période des kappas, je sais pas comment ils appelaient ça, la plague, kappa plague, enfin les kappas qui étaient toutes pourries, qui se séchaient très vite vers les années 2005 par là. Bon, ça a quand même relativement disparu. Ouais, il y avait ces modèles infects, là, qui étaient Ouais, ouais. rouge et vert, Il y a eu argenté, rouge et vert, là. Ça, ceux-là, les, c'était les trucs qui séchaient en un an, ils ah, étaient tout secs, ils servaient plus à rien. Enfin, mais bon, c'est quand même, il y a beaucoup de progrès là-dedans, même alors, par dans les contre, marques. ce que je trouve, moi, c'est qu'il y a des progrès. Mais je dirais 80% des trucs qu'on répare, c'est quand même des capas de merde Qui ont, qui ont explosé. ouais, Et une des raisons, je trouve, c'est que, enfin, je sais pas ce que t'en penses, souvent ils sont beaucoup trop limites. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que plus la tension, si par exemple il y a une alim, je sais pas, un truc qui a 9 volts, moi j'ai vu des capas, ils mettent 10 volts. oui, C'est oui. pas bon du tout. Si on met une capa 25 volts, elle sera bien meilleure. D'ailleurs, l'ESR baisse Avec, généralement oui, bah oui, parce que avec la tension. Et là, je trouve que, alors, est-ce que c'est fait exprès dans le cadre de l'obsolescence programmée? J'en sais rien. Mais je trouve quand même que c'est quand même dommage le nombre d'appareils électroniques qui partent à la poubelle parce qu'ils ont mis un condensateur de merde. ouais, Ça fait cher. ouais, Quoi. dans les trucs très bas prix, en fait, ouais, chaque centime compte et on va mettre ouais, on va mettre une capa de 10 volts au lieu de 25 et puis voilà, parce qu'on gagne un dixième de centime de yen ou pas de yen mais d'euros, je sais pas quoi. Et oui, oui, mais évidemment, ouais, ça c'est vrai que des fois c'est trop limite et on le retrouve souvent dans d'autres composants, hein. Bah, dans le dernier truc avec les fusibles d'1 ampère, alors que le courant permanent est de 0,95 ampères et le fusible, bah, au bout de 2 ans, il s'est effondré. Ouais, c'est vrai que c'est ultra limite. Mais ça, c'est un problème d'utilisation, c'est pas un problème de qualité de composants en soi. Et d'ailleurs, les chimiques actuellement, avec aussi les versions avec les diélectriques organiques qui sont extrêmement performants, qui n'explosent pas en plus, bon, ils ont rendu un peu obsolètes tous les capas Tantal Goutte, alors qui étaient des trucs totalement pas fiables, qui ont le gros problème de se foutre en court-circuit quand ils foirent. Et ça, c'est pas Quand ils terrible, prennent quoi. pas feu, comme Quand j'ai ils déjà prennent vu pas, ça. quand ils pètent pas, ouais, ça, et en fait, ouais, les condensateurs Tantal tendent à disparaître. Même en CMS, les chimiques, ils ont la même taille, ils sont tout petits. Voire même, ils sont même meilleurs, hein, y a pas photo. Ils sont même meilleurs. Ouais, c'est vrai. Ça, Ah oui, bah, donc, Bruno nous pose une question, enfin, plusieurs questions. Mais en gros, hein, ce qu'il demande, c'est, moi, je présente des tas de produits qui sont fabriqués en Chine. Et a priori, j'ai des tas aussi de produits ici qui sont des produits, on va dire, plutôt de marque, fabriqués sans doute enfin, plutôt aux USA ou en ouais, Irlande, voilà. ouais. Et donc en gros, est-ce que je dis pas, ouais, je monte des super trucs chinois, puis derrière, j'utilise des trucs de pro. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Déjà, il faut bien comprendre un truc en ce qui me concerne. Tout le matos qui est ici, d'abord, c'est pas forcément celui que j'utilise. On va dire que c'est plus de la collection qu'autre chose. Ce genre de filtre, je vais pas utiliser ça tous les 5 minutes. Un chronéal. Ah oui, oui, d'accord. Voilà, bon, c'est. Ce que je veux dire, c'est que c'est un côté un peu, voilà, collectionneur, comme des gens collectionnent des radios et tout ça. Maintenant, au quotidien, j'utilise au contraire pas mal des trucs chinois que je montre. Par exemple, ces petits testeurs, ces petites alimes là. Tous ces trucs-là, c'est vraiment justement très pratique et comme je le dis, plutôt de bonne qualité. Maintenant, faut pas non plus rêver, on en a quand même pour son argent. Ça serait bien qu'un petit Siglent oscilloscope à 200 €, il soit aussi bien qu'un Keysight qu'en vaut 10 fois plus. Faut pas non plus rêver. Donc je dirais, on a quand même un peu cette corrélation encore, je dirais, entre le prix, la qualité et la marque, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus flou. Le principe qui dit que tout ce que font les Chinois c'est de la merde, c'est plus vrai du tout. En même temps, il y a des tas de trucs de marque, c'est fait par les Asiatiques. Le Keysight qui est là, il vient de Taïwan. Le Rigol qui est ici, Rigol c'est chinois, c'est fabriqué en Chine. C'est pas comme ça qu'à mon avis il faut raisonner. Il faut essayer de se dire, bah voilà, par rapport aux caractéristiques, par rapport à ce que je veux faire, on trouve un peu, enfin, bon, il faudra couper. Enfin, je veux dire, on trouve un petit peu de tout. Maintenant, c'est pas vraiment forcément corrélé. Je vous ai montré il y a pas longtemps là ce Antec, ce générateur qui est une vraie merde. Enfin, c'est le soft qui est pas bon, le hard est bon. C'est pas tout va dépendre de ce qu'on veut faire. Maintenant, il reste quand même que je le vois bien. Le Keysight, le silo que j'ai là, il est quand même un cran au-dessus. Un Rigol.
Je dirais que moi, si je compare souvent avec l'automobile, je dirais Rigol, c'est un peu Renault. Hein. On va commencer avec un peu comme Dacia, vers du haut de gamme. Keysight, ça va plutôt être Porsche. Tektronix, ça va être un peu Audi, on Audi. va dire. Voilà, c'est ça. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Maintenant, on en trouve pour tous les goûts, un petit peu tous les budgets. Mais moi, je pense quand même que la majorité des choses, hein, je veux dire, je fais pas ça, je n'ai pas d'argent à présenter ça. Je pense que maintenant, en Chine, on a du bon matériel qui est plutôt d'assez bonne qualité. Bah oui, de toute façon, ils font du matériel parce qu'il y a aussi un marché pour. Le marché de l'amateur a beaucoup évolué, donc tous ces petits oscillos avec, je sais pas, un méga échantillon d'acquisition, maintenant, l'avoir à 200 euros, on peut faire des super trucs avec et ça marche très bien. Et ils sont pas plus cons que les autres, hein, c'est ça qu'il faut bien se dire. Donc ils font du matériel qui est très bien. Maintenant, c'est vrai que le truc tout pourri chinois, ça n'existe plus trop, sauf quand c'est vraiment pas cher du tout. Et on en a toujours pour son argent, hein, je veux dire, c'est. Moi aussi, j'ai plein d'appareils chinois et des vieux Tektronix. Ben, j'utilise essentiellement les trucs chinois parce qu'ils sont plus pratiques, ils sont plus petits, ils fonctionnent parfaitement pour 99% des cas, machin. Après, évidemment, on peut toujours trouver le truc ultra particulier qui ne sera pas construit par les Chinois parce qu'il n'y a pas de marché et qu'on va trouver ailleurs par des grandes marques. Mais c'est vraiment, ouais, ça se superpose maintenant de plus en plus. Ils ont fait énormément de progrès. Et puis voilà, bon, pour ça, on peut plus faire le truc super manichéen, eux c'est mal, les autres c'est bien. Voilà, Bon, on retrouve ça aussi même dans l'outillage classique. ouais. Je me rappelle dans le temps, moi, mon père, il avait une perceuse Black & Decker avec tous les accessoires, il fallait changer et tout. Maintenant, tout le monde a des appareils. Maintenant, est-ce que prendre un truc de marque comme Makita et tout, ouais, c'est des trucs pro, c'est bien. Maintenant, moi, j'ai pris une perceuse visseuse d'entrée de gamme à Bricomerdo. Je l'utilise à mort, j'ai jamais eu de problème avec. Voilà, et je dirais, on a aussi quand même des gammes d'outillage. Puis pourquoi tu reprends le mieux? À la limite, pour le même prix, pour le prix d'un tournevis Facom, j'en ai 10 de qualité Ouais, moindre. Enfin, maintenant, pour 90% des trucs, ça va me suffire. ouais. Donc, on retrouve ça un petit peu partout maintenant. Donc, c'est vrai en électronique, c'est aussi vrai. Soit un peu partout. Ah oui, c'est sûr, et l'outillage Facom maintenant, le garantie à vie, faut se lever tôt Voilà. pour l'avoir. Hein. Moi, j'ai du Dexter de chez Leroy Merlin ou du Magnusson de chez Brico Dépôt. Moi, ça marche très bien et ils ont rien. Quoi. Les Voilà. trucs, ils sont nickel. C'est vrai. Par contre, enfin, moi, j'utilise quand même beaucoup cette série-là, Ah, c'est qui ouais. s'appelle ça Microtech, je crois. Et là, faut reconnaître que enfin, depuis le temps que je les ai, là, pour le coup, la qualité est très bonne. Ouais, c'est un tout. Il faut mieux avoir quelques outils de très haut de gamme standard parce qu'ils sont très utilisés dans plein de cas, et puis avoir plein de petits outillages divers et variés pour les trucs plus ponctuels. Mais c'est vrai que la Chine, c'est un truc qui est vraiment, c'est incontournable maintenant, partout, tout le temps, ne serait-ce que pour les appareils, les composants électroniques, ils ont des stocks pas possibles de trucs. Enfin, on peut pas dire les écarter de fait parce que c'est pas cher machin. Ça peut être très cher et chinois aussi. Ça, C'est sûr. c'est assez clair. Alors, ben justement, Bruno, c'est intéressant parce vraiment il balaye quand même tout ce qui est plein de choses. Alors après, il parle de vidéos que j'ai faites. Alors sur le matériel totalement opposé, qui est le matériel confidentiel ultra haut de gamme américain, hors de prix, mais qui est fabriqué, on va dire, d'une manière assez approximative, comme l'ampli que j'ai montré, qui fonctionne évidemment. Et ils vont pas vendre un truc en panne non plus. Mais il fonctionne, mais comme il a fait remarquer, il dit, il apparaît que la restitution musicale est d'excellente qualité. Mais je vais dire un truc qu'il faut jamais dire, jamais dans le monde audiophile. Maintenant, on sait faire pour rien des amplis qui ont une qualité quasi parfaite, qui ne posent aucun problème. Il faut surtout pas le dire parce qu'en fait ça détruirait le marché de l'audiophilie. Cet appareil a des caractéristiques tout à fait normales, rien de spécial. Simplement le fait de savoir qu'il y a un tube dedans, machin et tout, ben, c'est là que ça se passe, hein. C'est là que ça se passe, tout se passe là. Et voilà, il suffit de le croire. Alors après, évidemment, la vidéo d'après, je dis je l'améliore, mais comme je l'avais dit, je l'améliore réellement parce que j'ai baissé la distorsion, alors qu'il y a de la distorsion qui est mise exprès par l'utilisation de tubes. Est-ce que j'ai vraiment amélioré en diminuant la distorsion du tube? Je sais pas. En fait, pour cet épisode-là, c'était une excuse pour faire un épisode sur la charge cathodique des tubes et tout ça. C'était une excuse pour faire un truc sur un montage particulier. C'était pas un truc sur cet ampli particulier. Hein, donc voilà, c'est tout. Mais
ça montre bien que des trucs très chers, très confidentiels, faits par des Américains avec, comme dirait l'autre, des vierges nues au fond de Utopia Land, ça peut être fait simplement avec de la misère cachée derrière. Hein. Donc voilà, les Chinois ne feraient jamais des trucs comme ça. Enfin, si ça existe dans le monde du film, mais je vais pas en parler, c'est encore pire. Mais oui, c'est voilà, c'est les deux extrêmes, les deux extrêmes. Et puis c'est tout. Finalement, voilà, les Chinois savent faire mieux que ça, vaut beaucoup moins cher aussi. Hein. Mais ouais, c'était vraiment des épisodes particuliers. Et là, justement, je vais faire un spoiler alerte sur un prochain épisode. J'ai été invité par une université en Belgique pour aller visiter du matériel de labo totalement délirant. Ils vont me montrer des trucs et je vais avoir un gros oscillo Agilent jusqu'à je sais plus, 20 GHz ou 40 GHz en panne à essayer de dépanner. Oh. L'alimentation paraît-il. Donc ils vont me le filer. Je vais le décortiquer sous certaines conditions. Et je vais regarder si je peux trouver la panne. Parce que bien sûr, il n'y a pas de manuel de service, rien. C'est un énorme Agilent récent, hein, truc à 75 000 € d'occasion, sans option. Ils vont me le filer. Et ils m'ont appelé justement pour ça. Donc, on va avoir d'autres matériels US de très haut de gamme. Et à mon avis, là, ça va valoir son pesant de cacahuètes. Ouais, alors, là, j'ai une question à Jimbo Warrior sur... Le sujet en audio, ce sont les câbles et les fiches. En audio. Alors, soit je fais la version courte où je dis, en gros, ça n'a pas d'importance, soit je fais la version longue où je dis, la seule chose qui compte, c'est la qualité des contacts. Et la section des câbles si besoin. C'est une espèce de sujet qui existe depuis, on va dire, les années 70 en France, et qui n'a jamais décédé de sa belle mort. Il est toujours aussi vaillant, il y a toujours autant de câbles absolument sans intérêt en vente, des trucs ça c'est un intérêt financier, au prix où ils le vendent, là il y en a. Ah, les intérêts financiers. Mais en plus, il faut bien voir que l'essentiel des fabricants ne fabriquent pas les câbles. Ils les sous-traitent à des tréfileurs qui les font sur demande. Alors, ils peuvent avoir autant de blindage qu'ils veulent, ils peuvent avoir les électriques qu'ils veulent, ils font... Après, ils mettent un nom à la con dessus, hein, un truc avec ratio, je sais pas, le nombre d'or, machin, ça marche très bien. Et derrière, ça change absolument rien, voire c'est pire. Pour certains câbles de modulation, les capacités sont tellement énormes que ça change la courbe de réponse parce que les impédances d'entrée ou de sortie sont trop élevées. Enfin, il y a plein de défauts qui apparaissent parce qu'ils ne connaissent absolument pas le fonctionnement d'un câble ou d'une interface entre deux appareils. En gros, moi, la seule règle que je fais, c'est des bons contacts et des sections suffisantes quand il y a beaucoup de courant. Le reste, c'est totalement sans intérêt. Ce qui est important, c'est le câblage de masse qui ne doit pas faire de boucle, qui doit être bien fait, et puis c'est tout. Pas des capacités trop extravagantes, un câble souple, parce que souvent ils sont trop durs, et ça c'est un gros problème. Si moi je devais faire des câbles, ce serait avant tout des câbles souples en silicone. Ah oui, parce pour que ça que voilà. alors je parle même pas des câbles secteurs gros comme des tuyaux de gaz comme ça et qui sont durs comme de l'aqua, ils sont plus lourds que l'appareil qui sont censés alimenter. J'ai déjà vu des gens avec des câbles Anaconda, je sais plus quoi, branchés, l'appareil tombé sous le poids du câble. Des câbles qui font genre 7 cm de diamètre. Câble secteur qui fait 1 mètre de long, qui va transcender le son entre la prise et puis l'appareil. Des trucs mais délirants. Et genre acheter 7000 €, hein, le bout, hein, c'est des trucs mais n'importe quoi. Il faut vraiment arrêter ces trucs-là, c'est vraiment de l'escroquerie. Ou alors après, pour vendre plus de câbles, on fait du bicablage qui sert absolument à rien. C'est juste, enfin bon, voilà, faut arrêter de dépenser son fric là-dedans. Pour le prix de câbles haut de gamme, de toute façon, on peut se refaire sa pièce. Hein, mettre des tapis sur le carrelage, mettre des rideaux baies vitrées, voilà, des trucs qui servent un peu à quelque chose. Puis voilà, bon, vraiment c'est un sujet, ça peut être résumé en peu de choses. Hein. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment, le monde de l'audio, c'est vraiment un des rares mondes où on a ce genre de trucs. Après, en haute fréquence, ça m'étonnerait qu'il y ait des problèmes des câbles de luxe qui déboulent. Bah, il y a des différentes qualités en qualités, HF, mais ils ont une utilité. Voilà, quand il y a du fil de Leeds, des fils séparés, c'est parce que ça a une raison. ouais. En audio, il y a les fils de Leeds, machin, mais c'est parce que, ben voilà, les électrons, machin, l'effet de peau, oui, à 10 kHz, enfin, les trucs, parce que voilà, c'est n'importe quoi. Ouais. Franchement, c'est n'importe quoi. Il y a des constructeurs de câbles qui font des produits de très bonne qualité, qui sont pas trop chers, mais qui sont là uniquement pour des questions de fiabilité, pas pour des questions de c'est de l'argent donc ça brille mieux.
Il y a plus, les aigus sont plus brillants. Ça, c'est un grand classique. Les câbles en argent ont l'aigu plus brillant. Wow. C'est-à-dire les câbles en or, ils sont un peu jaunes sur les bords, quoi. Mais vraiment, il y a que l'aspect anthropomorphique sur les câbles. C'est voilà les trucs avec du carbone autour. C'est bon. Faut arrêter, N'importe quoi. Ce qui est sûr, c'est que moi, par contre, je voulais déjà montrer, pour la mesure, c'est vrai que du vrai câble silicone comme ça, on voit, voilà, c'est souple. Il n'y a rien que toucher, c'est agréable, quoi. Puis le fer à souder, il va pas le faire fondre. Exactement, enfin, exactement. Donc là, je pense que ça vaut. Ça, faut investir dans ça. Voilà. Faut pas acheter des trucs en plastoc de merde. Ça, les bonnes fiches, ça, c'est pour les mesures. Pour les mesures, pour tout ce qui est, ne serait-ce que les câbles coaxiaux et tout comme ça, il y a des trucs d'excellente qualité, mais c'est toujours la fiabilité et les caractéristiques maîtrisées. C'est bon ça. Tout à fait. Le reste. Ça, après, les routes photovoltaïques. Alors, allez, on va faire plaisir. On nous l'a demandé. Voilà. Ah ouais, parce que c'est vrai que ça fait un fou. Waouh, c'est génial. C'est génial. Les routes photovoltaïques. D'ailleurs, il y a d'autres trucs comme ça. Il y a le truc, tu sais, où quand tu marches, t'as l'escalier ici qui fait de l'énergie, les pompes avec des trucs piezo pour recharger son portable. Ah oui. Avant que le gars recharge son portable, il va en borne à pied. Mais je crois que surtout il va le charger moins vite qu'il se décharge, quoi. Oui, donc, je crois bien, il prend un truc de fuite. Parce que charger un portable avec un piezo. Il faut y aller, quoi. Ah, il y en a pas mal des comme ça, des trucs recharger son portable avec les ondes Wi-Fi qu'on récupère. Ouais, on a 10 nanowatts d'émissions à récupérer. Non, bon, les routes photovoltaïques, enfin moi personnellement, je suis proche de ce que Dave Jones dit. Ça n'a aucun sens parce que c'est absolument pas l'endroit où il faut mettre des cellules photovoltaïques. C'est à plat. Il y a toujours des trucs dessus. Ça va être sali, voilà, c'est vraiment le sujet qui est super séduisant à première vue. Et il y en a plein qui s'arrêtent à la première vue, qui font pas de calcul de base pour montrer que ça n'a aucun sens économique, ça n'a aucun sens pratique. C'est purement politique, c'est histoire purement politique. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on voit beaucoup de trucs où, enfin, c'est propre des hommes politiques, des femmes politiques ici, c'est de faire, en effet, tout dans l'effet d'annonce, dans n'importe quoi. Mais je suis même pas sûr que ce soit voulu à ce niveau-là. Je pense qu'ils sont tombés dans le panneau. Et ils ont dit, oh ouais, ça sonne bien, ça sera bien, parce que c'est super et tout. Mais en fait, ils ont aucune idée des chiffres, des valeurs mises en œuvre, quoi, des ordres de grandeur manipulés, quoi. Et ça, c'est super important. C'est une des choses les plus importantes, c'est toujours savoir les ordres de grandeur qu'on manipule, quel que soit le sujet. Exactement. C'est pour ça que là, j'ai vu des journalistes dire, voilà, il y a eu un avion solaire, un Solar Impulse, c'est vrai, qui marche à l'énergie solaire. Mais regardons bien. Regardons la dynamique de cet avion, sa charge utile. Et il y en a qui disent, ouais, bientôt, on aura des 747 solaires, quoi. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens. Voire même la voiture photovoltaïque. Regardons la puissance en kilowatts pour faire avancer une voiture. Même avec des cellules avec un rendement de 100%, c'est absolument impossible. Donc, on va juste faire la direction assistée. Voilà. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas faire du solaire. On fera des avions solaires, mais pas comme ça. Je pense que la meilleure piste, c'est de faire, il y a pas mal de recherches là-dessus, c'est de faire de l'énergie solaire, mais on va dire biologique. C'est-à-dire maintenant, on est capable de faire des bactéries, quelque part, qui fabriquent une sorte de pétrole en accéléré, qui sont vraiment alimentées et chauffées par l'énergie solaire. Et ça va faire une sorte de biocarburant qui va faire ça. À la limite, on roule tous au solaire. L'essence vient du pétrole, qui vient de la décomposition d'arbres qui ont été nourris par le soleil. Donc je pense que ça, on arrivera à faire des choses comme ça. Mais c'est vrai que le côté écolo de dire que maintenant on fait tout et n'importe quoi, avec des trucs qui tiennent même pas le simple calcul, quoi. Enfin, je veux dire, même avec des rendements de 100%, on est très loin de les avoir. Voilà, c'est mathématiquement, on fera pas n'importe quoi. Il y a le rendement, il y a la durée de vie, les cellules diminuent dans le temps. Enfin, c'est un sujet. C'est vrai que les cellules solaires, on a encore beaucoup de progrès à faire. Exactement. C'est comme les piles, hein, parce que ça va de pair, hein, les batteries, les cellules solaires, ce sont tous des aspects où on est un peu bloqué actuellement. Bon, il y a quelques progrès, mais par exemple les batteries, à part les lithium-ion actuels et tout ça, on ne sait pas faire guère mieux que ça, quoi. Et on va commencer à buter sur les sources de métaux, enfin de terres rares, de ces trucs-là. On va avoir des problèmes de recyclage pour pouvoir récupérer, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Si on mettait des batteries partout, on n'aurait pas assez de lithium pour pouvoir alimenter toutes les batteries de toutes les voitures. C'est vraiment des fantasmes plus qu'autre chose. Regardons aussi le coût écologique. Le coût écologique. C'est toujours pareil, parce que même une cellule solaire, souvent c'est des cadres en aluminium. L'aluminium, c'est un matériel je veux dire, voilà, c'est phénoménal. Pour faire 1 kilo d'aluminium, il faut des kilowatts, quoi. C'est quelque chose de complètement fou.
Donc c'est un peu comme on en parlait tout à l'heure, les lampes à économie d'énergie, là, les Ouais. premières, c'est pareil, c'est un désastre écologique. Mm. Ça a été vendu, mais je suis sûr que l'impact écologique d'une lampe à filament est moins fort Ah oui. que ces Ben, saloperies-là. il n'y a c'est pas rien de photo. toxique. Il y a juste un peu de tungstène, du verre. Voilà. Mais les lampes, il y a l'électronique et tout ça. Et puis les durées de vie, on nous a menti Oh ouais, effrontément sur les durées de vie. ça, ça la Même les donne. marques, hein, j'ai eu des Philips qui ont duré genre 3 mois et puis l'électronique terminée, quoi. Enfin, c'était un peu l'escroquerie. J'espère Ouais. que les LED vont venir un peu remettre un peu ça à niveau. Parce qu'il y a des gros progrès, même si en tant que personne qui a beaucoup travaillé dans la colorimétrie, je trouve qu'on n'est pas encore dans les indices de rendu de couleurs suffisants à des prix raisonnables. Je trouve que des fois la lumière est un peu Ouais, mais enfin bon, ça s'améliore. ça s'améliore beaucoup. Ouais. J'en ai qui sont vraiment étranges où j'ai un t-shirt marron sous l'éclairage incandescent et je passe dessous, il est vert. Wow. Et ça, c'est ce qu'on appelle la métamérie, c'est vraiment un effet. Et les LED, comme les trucs fluorescents, ont ce problème-là. Mais la LED est quand même, enfin, ça consomme vraiment beaucoup moins. Ah ouais, y a pas photo. L'électronique est beaucoup plus simple, elle peut être beaucoup plus simple, ça peut être dimmable plus facilement. Je pense que le progrès est plus là. Même à Carrefour, j'ai acheté des petits spots à 2 euros. Ouais, Pour non, le c'est vrai que truc, ça s'est beaucoup amélioré. c'est Et même ouais, quand on voit ces bêtes lampes de poche que j'ai montrées là, c'est vrai que maintenant ça permet d'avoir des lampes qui éclairent qui vraiment éclaire super bien, bien. Et ça surtout avec des consomme durées de rien, vie, quoi. voilà, c'est ça. Des durées de vie qui sont vraiment intéressantes, quoi. Ça, c'est sûr. La LED, je pense que ça va être l'avenir. Le truc fluorescent, Ouais, c'est un peu surestimé, vraiment pas terrible. Hein. Surtout, en plus, c'est ça le prix de trucs. En fait, ça a tendance à péter quand c'est dans des lustres clos. Mais ça, c'est pas indiqué vraiment clairement. Les gens qui remplacent les lampes incandescentes dans des lustres clos, fermés et tout ça, les machins, ils durent 3 mois, ils sont cramés. Ça, et durée de vie, c'est pas terrible. Alors, qui c'est qui nous demande ça? Alain, Alain nous demande si on peut faire un filtre passe-partout en sortie d'une alimentation à découpage pour un petit peu quelque chose d'universel. Pour moi, déjà, je me méfie toujours des trucs universels. Plus c'est universel, plus ça fait tout mal. ouais. Donc, encore une fois, tout dépend de ce qu'on veut faire. Ce qui est sûr, c'est que, comme je l'ai montré dans ma dernière vidéo, une alimentation à découpage, ça, quelque chose qui a des fronts raides, donc ça va faire beaucoup d'harmoniques. Donc, si on met un filtre passe-bas, déjà, on va éliminer toutes ces harmoniques, quelles qu'elles soient, en fait. Donc, quelque part, oui, on peut dire que en rajoutant ce genre de filtre, on va faire quelque chose qui va bien atténuer. On retrouve ça aussi sur tout ce qui va faire des parasites, des moteurs électriques, des choses comme ça. Maintenant, si vraiment on veut vraiment aller plus loin, c'est-à-dire avoir quelque chose de plus précis, de meilleure qualité, bah là, ça va être difficile de faire quelque chose d'universel. Déjà, quelle est la fréquence, hein, dans les alimentations à découpage, souvent il y en a à fréquence fixe ou à durée fixe. Alors on fait plutôt des aliments à fréquence fixe parce que justement c'est plus facile à filtrer que les convertisseurs à fréquence variable. Et bah, si déjà on fait un filtre qui est vraiment spécifiquement calculé pour filtrer cette fréquence-là et éventuellement ces harmoniques et tout, on aura quelque chose de mieux. Si on arrive à prendre la contre-réaction en sortie du filtre, on aura quelque chose de mieux. Éventuellement, comme disait JP, éventuellement de remettre derrière, pourquoi pas un régulateur linéaire si vraiment on veut. Ça fait dans ce cas-là plutôt une pré-régulation, ce qui permettra d'avoir un bon rendement. On peut faire des choses comme ça. Donc je dirais la réponse c'est oui et non. C'est oui, on peut faire quelque chose d'un peu universel. C'est un peu ce que j'ai montré. On met n'importe quel self, on va dire, enfin, avec la moindre résistance possible, une capa, on va déjà bien améliorer les choses. Maintenant, si on va aller plus loin, bah là, c'est comme tout, faut Ouais. plus spécifique. Dans ces alim-là, il y a des fois des fréquences extrêmement élevées. Et même une self, tout ça, ça sert à rien parce que c'est les capacités parasites de la self qui font Ouais. passer tout le merdier de l'autre côté. Alors, il y a un composant, qui est très sous-estimé, qui est très efficace, c'est la petite perle de ferrite. Ah, ouais. Alors ça marche très très bien. Et on n'a pas l'impression que ça fait quelque chose parce que c'est pas gros. Et ça, avec des capas et bien, on va dire en échelle, les unes derrière les autres, on peut supprimer les choses qu'on n'arrive pas à supprimer autrement. Et c'est vraiment assez efficace. Alors, pour tous ces trucs-là, il y a vraiment l'ouvrage, enfin moi je le cite souvent, ce sont les ouvrages de Jim Williams où il parle beaucoup de ce sujet-là. Et il montre vraiment des moyens de combattre ces choses-là et montrer à quel point on se situe à des fréquences mais gigantesques très facilement. Ouais. Et que une self, une kappa, ça sert à rien tout seul parce que il y a le composant opposé, le kappa ou la self parasite qui vient faire que ça passe au travers comme s'il n'y avait rien.
Et dès qu'on rentre en haute fréquence, on est dans la magie noire. Hein. Là, on est dans des trucs où le comportement sort de toute logique dont on a l'habitude quand on travaille en basse fréquence. Donc c'est un sujet difficile. Hein. Faut pas, c'est un sujet Ah bah difficile. c'est difficile. Puis après, il y a pas que ça. Et après, on a aussi des rayonnements qui sont quasiment Ah ouais. magnétiques quelque part. Alors, Donc de magnétique, toute façon, si après on va vraiment chez les ça, il va falloir aussi faire des blindages. Mm. Enfin, Ouais. ça peut devenir quelque chose de très très compliqué. Et Très c'est pour compliqué. ça que dans certains montages où on est sensible à ça, on n'utilise pas d'alim à découpage justement à cause de ça, Ouais. où on reste Avec avec des trucs des alimes linéaires qui elles. Les instruments de mesure, souvent, Exactement, restent exactement. en linéaire à ce niveau-là. Tout à fait. Mais il y a des progrès de fait quand même sur les découpages à très faible bruit. On peut réussir maintenant à en trouver de plus en plus. Linear Technology sort des super composants actuellement, très récents. Ils sont sortis genre il y a 2 mois, un truc comme ça, des alimes à découpage avec des bruits garantis très très faibles et faciles à utiliser. Mm. Mais il faut, alors là, ils donnent la manière de router le truc, ils donnent les composants qu'il faut exactement et comment les placer. Ça, on a rien sans Surtout rien. les Hein. selfs, hein. C'est le gros Les selfs, problème. ouais, la qualité des selfs. Quand on veut faire une alime à découpage soi-même, on prend le circuit qui va bien, on prend le montage et souvent on est très déçu justement Mhm. parce que, enfin, si on prend par exemple toutes les simple switchers de National, Mhm. si on veut que ça marche bien, il faut prendre les selfs qu'ils préconisent, quoi. Ouais, Si eux, on ils ont essayé. fait ça, voilà, enfin, je pense que tu feras peut-être une vidéo dans ta série après les condensateurs sur les selfs. Ouais. Et justement, c'est quelque chose qui est très intéressant. Une self, faut pas simplement s'arrêter à dire, oh, bah, tiens, elle fait son micro en X. Ouais, Il y a plein d'autres, comme tu disais, les cabas parasites, les courants de saturation, toutes ces c'est le choses-là. composant le moins idéal qu'on connaisse. Ah, ouais, c'est très La self et difficile. le transformateur, ce qui sont pendant, moi je le rencontre en audio dans les amplis à tubes et tout ça. Le transformateur qui est tant adulé, c'est le pire composant qui soit à de rares exceptions près, parce que c'est le moins idéal qu'on puisse imaginer. Il a des résistances série, des Des self parasites, des hystérésies, hystérésis. Les noyaux sont hautement non linéaires. Alors, il y en a certains qui le sont mieux, mais alors c'est du permaloy et les machins, les prix montent au firmament pour des trucs qui sont gros comme un dé à coudre. Enfin, c'est des trucs, mais c'est un composant. Mais des fois, on peut pas s'en passer pour faire d'isolation galvanique, Ah, ouais, le machin. Et Audio Précision, qui est fabricant d'appareils de mesure, ils ont un truc breveté avec un autre bobinage sur leur transformateur d'entrée qui compense les non-linéarités du noyau. Bon. Ils arrivent à avoir des taux de distorsion absolument ridicules. Mais c'est inimitable. C'est le top secret du truc. C'est un truc, ce que j'appelle l'exception qui confirme la règle. Sinon, alors, les selfs, c'est pareil. Les selfs, on n'a pas de self avec des résistances série nulles. Il y a toujours des fils bobinés. Les seuls self potables qu'on fasse, c'est avec des girateurs et c'est avec des amplis. On pourrait Ouais, mais utiliser un ampli de puissance pour faire la self. Mais après, il y a les bandes passantes qui sont complètement différentes. Enfin, bon, mais sinon. Et oui, c'est ça d'ailleurs. Enfin, ce qui souvent est un peu déroutant pour l'amateur, c'est que quand on raisonne comme ça avec des composants idéaux, enfin idéaux, on va dire. Après, dans la réalité, bah, c'est pas du tout comme ça. Ouais. Le condensateur idéal, il est idéal sur le papier. L'ampli-op idéal, il est idéal sur le papier. Et souvent, on est très déçu entre ce qu'on imaginait sur le schéma. Éventuellement les fameuses simulations Spice qui Les des fois c'est le piège. Ça c'est le piège. Enfin bon, moi ce que je retiens des simulateurs, c'est qu'un montage simulé qui marche, il marche pas forcément en vrai. Par contre, quand il marche pas en simulation, souvent il marche pas en vrai. Souvent il marche pas. Et il y a Douglas Self qui est vraiment un très bon électronicien dédié dans l'audio. Il disait de toute façon la première chose c'est de faire en simulation. La deuxième chose c'est de le monter, faire passer un signal de 1 kHz dedans et voir que ça marche. Ça, c'est plus difficile que de l'avoir simulé avant. C'est vraiment les simulateurs, faut connaître vraiment les limites du truc, parce que c'est totalement tributaire des modèles qui sont mis dedans. Et par contre, il y a certains aspects étonnants du simulateur qui sont vachement fiables. C'est par exemple faire des simulations de bruit, du bruit qui va être généré par l'appareil. Par contre, sa distorsion, sa stabilité en oscillation, des trucs comme ça, en général, il est super stable sur le papier, on le branche et c'est un oscillateur qui rayonne toute la maison. Hein. C'est assez incroyable. Bah c'est le problème des simulateurs en fait, c'est qu'il y a plein de choses qui sont pas prises en compte, Voilà, qui vont en effet dépendre du routage. Ça peut même dépendre de l'extérieur. On est dans un labo où on n'est pas loin, je sais pas, d'un émetteur, d'un truc comme ça va faire un accrochage. Enfin, je veux dire, ça, c'est quand même la limite de ces trucs-là. Mais c'est vrai que souvent c'est ça qui est un petit peu décevant.
Et c'est comme la précision. Sur le papier, la résistance, ça fait 10 ohms. Dans la réalité, elle fait jamais 10 ohms. Enfin, si on veut qu'elle fasse réellement 10 ohms, ça va coûter très cher. Et puis souvent, ça aura même plus de sens. Donc, il faut apprendre à raisonner justement avec les tolérances. Ouais. Et Toujours c'est comme les mesures, quoi. On a calculé 5 volts, mais c'est rare qu'on ait directement 5 volts. Et si on a un appareil de mesure précis, le 5,0000, En fait, voilà, alors, exactement. il suffit d'éternuer pour qu'il ait bougé de quelques millivolts. Exactement. C'est un monde, hein. La métrologie, c'est un monde. Hein. Ouais, tout à fait. La grande question. Le futur électronique tel qu'on le verrait. C'est pas évident comme question, parce que c'est comme tous les futurologues, en général, on se plante. Mais disons, si on veut rester, on va dire, raisonnable, si on regarde ce qui s'est passé il y a 15 ans et par rapport à maintenant, bon, on voit des choses qui restent, qui sont devenues des standards, qu'on utilise toujours. Qu'on soit sur un Arduino, qu'on soit sur un PIC ou n'importe quoi, il y a toujours les puces qui parlent en I2C, il y a toujours ce genre de trucs. Il y a je sais pas moi, la prise Ethernet, c'est toujours de l'Ethernet avec les couches OSI habituelles, ça n'a pas bougé. Je pense qu'il va y avoir des standards qui vont rester tels quels, qui vont devenir tellement universels qu'ils seront comme le port série. Le port série est toujours utilisé pour faire du débugage tout le temps. Je le vois tout le temps, même dans les machines-outils. Donc il y a plein de choses qui vont rester. Pour moi, ça va être toujours les mêmes. Puis il y a d'autres choses qui vont se généraliser, genre les puces ARM qui vont être partout, qui vont être surpuissantes et puis qui vont être utilisées pour faire une simple horloge ou une connerie comme ça. Voilà, je sais pas. Il y a l'IoT quand même qui joue beaucoup. L'IoT, ça, par contre, faut reconnaître que maintenant, ouais. J'en ai vu moins d'€1, quoi. Pour 1,50 €, on a cette petite puce qui à l'intérieur quand même a un truc Wi-Fi, a tout le protocole pour gérer Ethernet, Ethernet. Et ça quand même, ça, je pense que ça va. Enfin, on voit ce côté Internet des objets, ça va permettre de connecter des tas de choses de façon vraiment simple. Il faut reconnaître que même pour quelqu'un qui connaît pas trop, avec les tutos qu'on voit sur Internet, moi je sais que j'en ai pris une, j'ai regardé comme ça, en une demi-heure avec mon téléphone portable, j'arrive à commander une LED. Et ça va te donner quand même des idées qui vont permettre de faire des choses, et surtout c'est vraiment à la portée de l'amateur, ça coûte rien, quoi. Je veux dire, ça coûte rien. Une IoT ça coûte ouais, peut-être que ça va monter d'un coup parce que c'est un côté ludique, et après ça va se tasser parce qu'à la fin il va y avoir un tel parasitage de trucs sans intérêt qui va se retrouver là-dedans que finalement ça va retrouver un équilibre peut-être plus raisonnable. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont vraiment misé sur l'Internet of Things à mort, mais ils vont peut-être être un peu déçus parce que ça. Faut trouver le public, faut trouver l'utilité. C'est un peu comme pour moi, comme le cinéma 3D. Ouais, le cinéma 3D, ça a été un engouement. Il y a eu les télé 3D et tout. Maintenant, ça c'est vrai qu'on voit ce que ça apporte par rapport. Enfin, moi, je sais que j'aimais bien regarder des films en 3D, mais maintenant, j'arrête. Parce que je trouve que regardé assez peu parce que je trouvais ça très. Je suis tombé probablement sur des mauvais films où la 3D est tellement exagérée que ça fait mal à la tête. On a les trucs qui sont là, et les trucs qui sont. Ah ouais, moi, c'est le contraire. C'est très désagréable. Moi, j'aime. Je trouve ça assez désagréable. Mais voilà, puis c'est comme, enfin, de toute façon, il y a jamais de mystère. Depuis toujours, faut que ça corresponde à un besoin. Ouais. C'est vrai qu'on fait des tas de trucs, des mondes connectés. Moi, je sais pas, enfin, moi, savoir comment j'ai dormi. Généralement, quand je me lève, je sais comment j'ai dormi. Quelle température il fait chez soi alors qu'on n'y est pas, bon. Mais dans le même genre, par exemple, les imprimantes 3D, il y a eu un engouement énorme, puis ça se tasse pour tomber sur quelque chose, un équilibre, parce qu'il y a plein de gens que je connais qui ont acheté des imprimantes 3D, ben en fait, ils ont fait une pièce, ils ont récupéré sur le net pour s'amuser, puis après, ils l'ont jamais pu utiliser parce qu'ils savaient pas fabriquer leur pièce. Et c'est ça qui est très difficile. Et c'est ça le difficile, c'est de modéliser sa pièce, avoir un soft de CAO, et puis sortir les fichiers pour savoir s'en servir. Savoir s'en servir. Ces softs-là, faut investir du temps dessus. Si on l'utilise pas souvent, on oublie. Donc ça a été un peu survendu par certains. Puis bon, les trucs très bas de gamme, pas cher du tout, on arrive vite aux limites. On a des pièces qui sont pas aux dimensions, qui sont vachement fragiles. Si on veut vraiment quelque chose de bien, il faut vraiment investir. Moi personnellement, je préfère investir dans une fraiseuse à commande numérique qu'une imprimante 3D parce que j'utilise plutôt de la ferraille pour mes trucs. Et bon, après c'est une question d'utilisation, mais penser qu'on va se faire une prothèse médicale avec ça, c'est bon. Il y a des trucs là-dessus, des survendages. Alors que les vraies imprimantes 3D, il y en a à Charleville-Mézières, là où je suis, il y a un centre de formation qui a ce qu'ils appellent l'entreprise du futur, et ils ont des imprimantes 3D, mais industrielles. Donc c'est à fritage de poudre, et là on tombe dans des trucs de la mort, hein, où ils font des pièces avec des cubes dans le cube, des trucs qu'on peut usiner après coup.
Là, mais alors, l'utilisation, les consommables et tout, c'est monstrueux. C'est Parce des que millions d'euros ah. qui sont en jeu. Bah, ça existe même depuis assez longtemps. Je Ça rappelle, existe. c'est la Je résine, me là. souviens. La résine La UV. photo, Mais c'est le pareil, la truc, résine, ça coûtait la peau du cul, elle se conserve pas. c'était la Enfin, stéréolithographie à voilà, l'époque. c'est La ça, première fois que c'est- j'ai vu ça, c'est en 95 quand Ah, j'étais allé ouais. je sais plus comment c'est, le salon à Paris de l'industrie, un truc du genre. À l'époque, ça commençait, c'était le prototypage rapide. Ça s'est dégonflé d'un coup, c'est revenu après avec les imprimantes 3D qui sont passées dans le truc. Donc, effectivement, le monde de l'électronique, c'est délicat. On va se retrouver avec des trucs surpuissants qui vont être sous-exploités, comme d'habitude, hein, des puces Bah, c'est souvent le cas, d'ailleurs. incroyablement. Je pense qu'il y C'est a déjà le cas. Hein, je veux les, dire. les montages Arduino qu'on voit, j'en ai vu, c'est pour faire clignoter une LED, quoi. Donc, Ouais, et enfin, derrière, pourquoi pas, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que par rapport à la puissance du processeur, c'est ouais, c'est là, quoi. phénoménal. Ouais. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi le côté Lego qui va débouler. Donc, on assemble des bouts qui sont déjà tout faits. Mais ça, le problème, c'est qu'on ne comprend pas toujours ce qui se passe derrière. Et des fois, on fait les 4000 Lego qui vont utiliser des gigaflops de calcul pour faire clignoter 2 LED cette fois-ci. Mais alterner. Alors, il faut au moins 2 gigas de RAM pour alterner 2 LED. Il faut au moins ça. Et il y a un gaspillage de puissance et de ressources qui est assez considérable et qui, je pense, ça ne va pas s'arranger. Hein, c'est vrai que. Bon, quand on fait du microcontrôleur, on a moins cette impression. Parce que c'est limité, la mémoire est limitée, on est quand même contraint à ce style de composants. Mais dès qu'on rentre dans les trucs ARM, Cortex et tout comme ça, on est surtout avec 2 Go, 4 Go de RAM pour faire un truc. Il y a ça qui est assez extraordinaire. Peut-être que Linux va prendre aussi plus de gains, je sais pas. Ouais, je sais pas. Bah, enfin, Parce moi, que, ça, c'est plus dans l'informatique. Nous, ce qu'on voit quand même, c'est que pour l'instant, ça reste quand même sur un truc de geek, entre guillemets. Moi, tous ceux qui me disent, oh, mais Linux, maintenant, n'importe. Enfin, là, je sais que c'est un sujet à troll, là. Ouais, mais, non, mais, je suis d'accord. Linux, mais, c'est pas je pour veux le dire, monsieur tout le monde, c'est pas voilà, un Windows, hein. exactement. À un moment C'est donné, pas un on Windows. va sur Internet et, bah, va en ligne de commande, geek le machin et tout. Avec des trucs, Voilà, enfin, moi, je vois, c'est pas ma femme qui va aller faire ça, quoi. Elle a déjà non, du mal avec c'est Windows. vrai, il y aurait encore beaucoup de travail là-dedans pour faire quelque chose comme Windows, un truc. Mais d'un autre côté, je pense que dans le futur, l'informatique et l'électronique vont quasiment fusionner et l'un n'ira pas sans l'autre. Ah, ouais. Parce qu'on va faire soit des applis en ligne sous le cloud, sous forme de page web ou n'importe, ou alors ça va être du firmware. Dans des processeurs, on va faire du logiciel pour des machines et faire vraiment du hard avec du soft embarqué. Ça va peut-être devenir de plus en plus court. Et puis du hard, en fait, ce qu'on voit maintenant, c'est que déjà les nouveaux circuits, souvent, ils sortent sur des boîtiers qui sont pas manipulables par l'amateur. Ah oui. Donc enfin, je veux dire, c'est des trucs SMD, c'est impossible à souder. Donc ce qu'on voit maintenant, plutôt, c'est des petits modules. Hein, ce qu'on voit chez SparkFun, par exemple, ou comment Adafruit, là, qui fait des super petits modules. C'est des petits modules qui restent quand même de la possibilité et que derrière, on va en effet assembler avec le soft qui va bien pour faire des choses. On trouve maintenant des modules genre détecteurs d'empreintes digitales, des mini-caméras, des capteurs en tout genre. Et je crois qu'on voit ça justement pour tous les gens qui font de l'Arduino. Finalement, ils ont des connaissances en électronique souvent assez minimes. On va dire juste un petit peu le minimum pour voir ça, pour faire ça. Maintenant, ce que je vois des fois, justement, c'est que ça leur manque ces connaissances. Et des fois, je vois des montages où, enfin, c'est le montage où le projet n'aboutit pas parce que justement, il manque un petit peu Surtout quand même bloqué par un truc théories un petit peu qui est électroniques. plus hardcore, on va dire. Ouais. C'est le côté Lego de ce genre de truc, c'est le piège. C'est la facilité, mais dès qu'on se retrouve dans la merde, on est sec, hein, parce que des fois la doc et tout ça, ça n'existe pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui, après, quand ça va se passer, c'est pas évident de deviner. Bah, on sait pas. Puis en même temps, ce qu'on voit, c'est que finalement, pour l'instant, on n'a pas eu vraiment la rupture technologique qu'il y a eu. Si on regarde au niveau de l'électronique, il y a eu les tubes à vide. Après, vraiment quelque chose qui a été une révolution, c'était les semi-conducteurs. Après, l'intégration. Hein, et ça, finalement, ça vient de la conquête spatiale. Hein. Le premier processeur, il a été fait pour les Saturn V. Enfin, on se rend même pas tellement compte, mais la conquête spatiale, enfin surtout le programme Apollo, ça a apporté ça a été énormément un au booster niveau, voilà, phénoménal pour le grand public après. Exactement. Le militaire en général, le GSM et par exemple, tout ce qui est, j'ai pas le nom en tête. GPS par exemple, à l'origine, c'est le truc militaire qui a été remis dans le domaine public. Mais si on regarde, on a amélioré.
C'est-à-dire, pour l'instant, on a vachement amélioré, on a fait des choses beaucoup plus compactes. Maintenant, on a des clés USB de plusieurs gigas, voire Tera. Enfin, ça, on a amélioré, mais il n'y a pas vraiment eu de rupture technologique. Ce qui pourrait maintenant changer, c'est de dire, on trouve, alors je sais pas du tout quoi, mais je veux dire, je sais qu'il y a des recherches avec des trucs plastiques, les trucs, fameux trucs quantiques là, Les ordinateurs quantiques, ouais. dont on parle, ou je ne sais pas quoi, mais je dirais, on est encore pour l'instant depuis longtemps dans cette phase d'optimisation de l'existant. Et je pense que ce qui peut arriver un peu à tout le monde, c'est une rupture technologique. Je sais pas, imaginons par exemple qu'on invente, je sais pas, qu'on découvre l'antigravité, ça changerait énormément de choses. Imaginons qu'on trouve la fameuse téléportation, ça changerait tout. On n'aurait plus besoin des vies, on n'aurait plus besoin des routes. Ça serait vraiment quelque chose qui serait une vraie rupture, un peu comme Internet, même si c'est arrivé de façon plus discrète, a été une énorme rupture. Ouais, ça a été une grosse rupture. C'est vrai, c'est vrai que ça a été un changement. C'est vrai que en fait, durant ces dernières années, c'est les innovations au sens innovation, truc tout nouveau, ça, il y en a pas vraiment. Là où le progrès réel a été fait, on ne le voit pas, c'est dans la production de masse de choses de très haute technologie. Ouais. On ne le voit pas. Par exemple, Foxconn qui fait les portables Apple, ce sont un des rares qui ont des technologies pour pouvoir faire de l'assemblage sur du SMD, du 00501 ou des tailles absolument incroyablement fines, du micro PCB ou des trucs comme ça. Et c'est là que est le progrès réel. C'est dans la production de masse de technologies ultra avancées. Hein, c'est vraiment là que ça se passe. D'ailleurs, à ce sujet, je rebondis, c'est un truc qui est aussi intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que plus ça devient justement avancé en technologie, c'est forcément une bonne qualité. C'est rare de trouver un mauvais microprocesseur. Ah oui. Pourquoi? Parce que si on regarde la technologie, la précision qu'il faut faire à un microprocesseur, le mec qui veut faire de la merde, il fera pas de microprocesseur du tout. Pas, le truc. Voilà, il y a pas le choix. Et c'est pour ça que si on regarde maintenant la fiabilité des disques durs, la fiabilité des microprocesseurs, des mémoires et tout, c'est quelque chose qui est intéressant de se dire, c'est tellement pointu que de toute façon, on est obligé de faire de la qualité. Et quand on regarde un PC, qu'est-ce qui tombe en panne sur un PC? C'est très rare le microprocesseur. Enfin, à part le mec qui l'a overclocké à mort, ou mal refroidi. Voilà, c'est toujours la lime. C'est la lime de merde. Le mec, il a gratté. Alors, la lime, c'est un vieux truc tout pourri en bakélite, ou les condensateurs et tout. Et c'est ça qui est finalement, enfin, je sais pas toi, mais moi, je sais que dans tout ce que j'ai réparé, les fois où c'était les composants pointus qui sont morts, jamais j'ai vu ça. Conducteur, c'est rare. C'est super rare. Ouais, mais c'est en fait la qualité, c'est un effet de bord de la technologie. Voilà, exactement. On peut pas faire autrement. Ça c'est sûr. Une simple carte mère, simplement une carte mère à 30 €, pour qu'elle puisse utiliser de la DDR3 ou même de la DDR4 ou avoir un GPU intégré, tout comme ça, on peut pas faire ça avec un routage à 2 balles et tout comme ça marcherait pas. Donc forcément le truc, il est forcément de la qualité suffisante pour utiliser des fréquences très élevées et des caractéristiques que de toute façon on est obligé d'atteindre pour que ça marche. Donc c'est obligé de faire ça. Et oui, c'est aussi alors dans le futur, je sais même pas jusqu'où ça peut aller parce que ouais, je crois que c'est difficile à dire. Enfin, pour l'instant, quand même, on voit que la fameuse loi de Moore est quand même relativement respectée. Respectée, mais bon, des fois, ils rajoutent des processeurs. Ouais, c'est ça. Là, on peut la multiplier. Et les GPU, ça, c'est pareil. Ça, c'est un truc qui a permis la loi de Moore de continuer avec des milliers de cœurs, etc. Mais c'est très intéressant aussi. Hein. Bon. Mais en effet, l'avenir. En fait, je crois que ça va être l'imagination qui va faire aussi avancer les trucs. Bon, quand tout le futile va disparaître parce qu'il sert à rien, après on verra peut-être débouler des trucs vraiment intéressants. Hein. C'est oui. Enfin bon, si tu supprimes comme tout ce qui sert à rien, il va pas rester grand. Ouais, je sais bien, ça fait tourner la machine, mais il y a un moment où bon, on se lasse vite de ces trucs-là. Enfin, si je devais montrer le portable que j'ai, j'aurais honte. Il doit avoir 8 ans, c'est un vieux Nokia, mais j'ai pas besoin de plus. Mon téléphone portable, c'est pour téléphoner. Je regarde pas internet sur un portable, je trouve que c'est pas bon, ça marche pas. Donc, enfin, c'est pas fait pour. C'est comme l'universel de tout à l'heure sur le filtrage. On est obligé de niveler par le bas pour pouvoir tout faire pas terrible. Hein, moi, je préfère les trucs, avoir plusieurs trucs qui font les trucs bien. Bon, ici, vu le nombre d'appareils qui traînent partout, c'est un peu le cas. Hein, ils font tous des trucs différents. Mais il faut bien voir ici, j'ai qu'une infime partie de ce qu'il y a tout autour. Hein. Donc, dans la question, il disait derrière, il n'utilise que des appareils de marque et pas ceux qui les fait, mais ceux qui fait, ils sont juste à côté, c'est ceux qu'ils utilisent réellement. Hein. Il y en a partout. C'est vraiment. Moi, je suis un petit à côté, je suis rien du tout.
Enfin bon, maintenant, si, il faut reconnaître que là, c'est vraiment le côté un peu collection-passion. Dans la réalité, enfin, les gens qui veulent faire de l'électronique, il n'y a pas besoin de tout ça non plus. Pas besoin de tout ça. Faut Faut- quelques multimètres. Ça, il en faut Voilà, plusieurs. voilà, voilà. Un bon oscillo analogique, ça fait déjà 90% des cas. Une Éventuellement un bonne, mémoire, bonne un alimentation, petit, bien protégée, ça par bon contre, c'est alim, important. bien protégé. Ouais, ça, Voilà, un gêné. ouais, Et générateur. puis, Éventuellement, généralement, déjà avec ça, on va faire on peut beaucoup déjà faire beaucoup des de choses. choses Hein. très bon fer à souder, de la bonne soudure et du flux, plein de flux. Ça fait flux, il en faut tout le temps partout. Il y en a qui ont tendance à oublier des trucs tout pourris. Mais ouais, vaut mieux investir sur le peu et avoir quelque chose de bien. Tout à fait. Chinois ou pas, on trouve de toute façon. Mais vaut mieux quand même investir si on veut vraiment faire quelque chose de bien. D'accord. Et par contre, hein, comme je l'ai dit sur les oscillos, par contre, numérique, analogique, bon, ce qu'il faut quand même, faut éviter quand même vraiment les trucs, tous ces petits kits là à 40 € comme ceux que j'ai montré, où c'est un LM324 en entrée. Ouais, non. Non mais ça, si on a 40 € à mettre, je veux dire, à la limite, ça sert à rien. Il faut mieux acheter un petit testeur, voilà. Enfin, je veux dire, ce genre d'oscillo, à part s'amuser, ça sert strictement à rien. Non, si on veut vraiment faire. Sinon, comme je l'ai déjà montré, enfin, pour moi, il faut quand même au moins avoir 20 mégas de bande passante, quoi. Sinon, après, ça sert pas à grand chose. Vaut mieux récupérer un bel oscillo Analogique, analogique d'occasion à pas cher, en bon état. Y a pas photo. Et là, et puis mettre les sous supplémentaires dans les sondes et dans des câbles, dans des adaptateurs, BNC, tout ce qu'on veut, banane et tout, et avoir tout le merdier qui va autour. Sans câble et tout ça, l'oscillo, on a vite fait de ne plus s'en servir parce qu'on ne sait pas où le brancher. Et ça, on oublie souvent que les accessoires, il y a besoin. Exactement. Et les sondes sont très importantes. Hein. Je rappelle que même à 20 mégas, si on met juste, comme j'ai vu, le x1 directement. Voilà, le x1 avec un câble 50 ohms et les deux pinces croco, là, la bande passante, elle n'avait pas de 20 mégas. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien qui passe. Hein, déjà. Ah oui, non, mais c'est le piège parce que ça, si on le dit pas, on se dit, comme mon signal est tout pourri et tout ça, ben non, c'est quel câble qui le bouffe. Prenez un ohmmètre et mesurez la résistance en série d'un câble coaxial d'oscillo, vous allez avoir 100 ohms ou je sais pas combien. C'est des câbles spéciaux avec des résistances série. Avec des âmes très fines. Ouais, des âmes très fines et tout. Ouais. C'est tout sauf un fil tout droit. Hein. Donc, c'est vraiment délicat. Bon, ben voilà. Bon, là, on a, je pense, à peu près 1 heure de vidéo, quelque chose comme ça. Donc, après, on pourrait s'éterniser beaucoup. 1 heure pour une vidéo de JP, c'est court. Hein. Ouais, mais bon, c'est vrai que c'est un peu. Mais là, bon. Ça ira, hein, ça ira. Faut bien ça. Hein. On fait pas ça tous les jours non plus. Exactement. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça aura intéressé un peu les gens de chaque canot. Je sais pas s'ils sont beaucoup en commun ou pas. Je sais pas, enfin, je retrouve quand même des gens qui laissent des coms sur les deux côtés. Sur les deux, je sais pas. J'avoue, je serais curieux de connaître les proportions de gens qui vont de l'un à l'autre. Mais bon, alors, je suppose que je t'ai apporté des tas d'abonnés en plus. Oui, merci beaucoup. Aussi, dans l'autre sens. Je vois ça. Ça monte. Mais bon, il y a beaucoup plus de vidéos que moi. Ouais, il fallait beaucoup plus d'abonnés. Ouais, mais je suis là depuis beaucoup plus longtemps aussi. Ouais. Enfin, c'est vrai qu'on se complète plutôt. Ouais. C'est ça qui est important, c'est d'éviter de faire des concurrences à la con et faire des trucs, et puis chacun trouve son compte, quoi. Et justement, il y a quelqu'un qui avait mis en com que de faire une vidéo sur les sujets sur lesquels on serait pas d'accord, parce qu'on aurait mis un petit peu de punch. Mais finalement, on t'en trouve pas tellement. C'est pas évident. Bon, lui, il aime moins les choux de Bruxelles que moi. Bon, c'est tout. C'est sur un sujet de Discord qu'on a, mais sur l'esprit, de toute façon, c'est. Bah, on a à peu près le même parcours. Ouais, puis bon. Les mêmes expériences plus ou moins bonnes, donc. Ouais, puis bon, quand on travaille dans un milieu qui est plutôt, on va dire, scientifique au sens large du terme, on tombe toujours sur des conclusions analogues et bon, après le reste, c'est plus de la rhétorique ou des trucs comme ça, mais sur le fond, je vois pas vraiment de sujet de discorde. Eh oui. Enfin, en tout cas, voilà. Bah, merci beaucoup de votre attention et à bientôt sur nos chaînes respectives. À bientôt. C'est vrai.